Maxime Monod, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bienvenue à la FinTech Fair. Merci. FinTech Fair, podcast financier d'un genre nouveau qui donne la parole aux acteurs et innovateurs du secteur financier. Une parole libre mais surtout décomplexée. Notre mission est d'informer et surtout d'unir. Aujourd'hui, on va parler de vous et de Twistlab. Avant de commencer, je vous laisse vous présenter. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Maxime Monod. J'ai fondé Twistlab en 2017. C'est une entreprise de maintenant 11 personnes. On est basé à Lausanne. On travaille dans la fintech, dans l'innovation. Et on a un intérêt vraiment très fort pour ce qui est nouvelles technologies dans la fintech, mais aussi pour se mettre à jour et rester toujours à niveau dans notre domaine à nous, qui est vraiment l'informatique ou la technologie, on va dire, mis au profit du client final dans la fintech. Étant donné que vous êtes là pour parler de Open Banking, essentiellement, peut-être avant de commencer, ce serait bien de donner une petite définition de qu'est-ce que c'est l'Open Banking, à quoi ça sert, comment ça se passe. Je vous laisse prendre la parole. Ok. Alors, l'Open Banking, c'est un terme assez générique, mais on va essayer de l'illustrer avec quelques exemples. Simplement dit, même si on parle de secret bancaire, que la banque est un coffre-fort, qu'on a des données qui sont sensibles, qui sont protégées, etc. En fait, l'idée de l'open banking, c'est de dire, en tant que client, moi, j'aimerais pouvoir laisser un tiers bénéficier d'un accès à mon compte, accès aux soldes, accès aux transactions, et de déclencher des paiements pour mon propre bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, mon propre bien ? Eh bien, ça veut dire que en laissant l'open banking opérer, je peux potentiellement donner des informations sur mon compte, sur mon solde, sur mes transactions, pour avoir un meilleur conseil. Par exemple, ce qui est difficile à faire aujourd'hui, c'est sommer son patrimoine, savoir combien on a de patrimoine. Si on veut faire un achat immobilier, par exemple, on va devoir trouver tout plein d'informations sur sa LPP, sur son troisième pilier, sur ses impôts, etc., etc. Donc on va devoir agréger toutes ces informations manuellement. Et puis rien que les données financières, si on est multibancarisé, eh ben, je vais devoir aller une fois dans l'e-banking A, voir combien j'ai de soldes, après dans l'e-banking B, voir combien j'ai de soldes, m'amuser à sommer tout ça, pas faire d'erreur, et puis ensuite revenir avec une vision agrégée. Et ça, je dois le faire, entre guillemets, manuellement. Avec l'open banking, avec des interfaces de programmation, je peux laisser une banque ou un tiers, une fintech, dire, ben voilà, j'ai des comptes dans les banques A, B, C et D, va chercher ces informations de compte, des transactions, mes soldes, et puis propose-moi une vision 360 degrés de mon patrimoine. Alors là, on parle vraiment de gestion courante actuellement, là, de soldes, de transactions, mais ça pourrait être effectivement aussi une vision sur ma prévoyance, sur mes assurances, etc. Donc on pourrait imaginer que, tôt ou tard, quelqu'un, grâce à l'open banking, puisse consolider ces informations. Et quelqu'un, ça peut être une banque, ça peut être une fintech, ça peut être une assurance, consolider toutes ces informations pour finalement me donner un conseil personnalisé. Et puis le fait que finalement ça se fasse aussi de manière programmative, ma situation change, si mon revenu change, ou si tout d'un coup j'ai fait effectivement un achat immobilier, etc., et puis que ma situation change, on peut me proposer quasiment instantanément, ou presque en temps réel, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles assurances, finalement un nouveau conseil. C'est pas quelque chose que je vais demander manuellement à rencontrer un conseiller quand ma situation change, mais en fait, par ce biais automatique, on saura que ma situation a changé et on pourra me conseiller, j'espère, optimalement. Donc, si on reprend depuis le début, Twistlab, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est une petite entreprise de conseil et de développement dans le domaine de la fintech. On fait une veille active de toutes les innovations qui se passent en Suisse et à l'étranger. On essaie de les proposer à des clients qui sont dans le domaine de la banque, de l'assurance, dans le domaine de la fintech en général. Et puis, quand on ne fait pas du développement, on va dire custom, en partant d'une feuille blanche, ce qui arrive, eh bien, on essaie de trouver les bons acteurs, les bons fournisseurs de services financiers pour justement booster vraiment l'innovation pour des acteurs existants. On est une petite équipe, donc on est 11 personnes. On se dit un peu comme on se définit un peu comme une agence tout risque. On est une petite équipe, on va avec ça dans une certaine rapidité de fonctionnement, et on aide souvent les clients dans des missions, on va dire limitées dans le temps. Première étape, souvent on fait une analyse et un conseil. C'est vraiment la première étape de notre mission. Ensuite, on conçoit et on architecture la solution. Et ensuite, le gros boulot, c'est vraiment de le réaliser, de faire tout ce développement. Et puis, là où c'est une mission qui est finalement limitée dans le temps, c'est qu'en fait, on donne après le témoin au client pour que lui puisse l'opérer au niveau business, évidemment, puis aussi au niveau technique. Donc, on forme aussi ces personnes pour pouvoir reprendre le témoin quand on a terminé notre mission. Donc, si moi, je suis une petite banque, je viens vous voir, quelles sont les prestations que vous pouvez me proposer ?
Alors, en général, on vient un petit peu après les cabinets de conseil. Donc, les cabinets de conseil, ils vous sensibilisent déjà sur la transformation numérique, la digitalisation, enfin, un anglicisme qu'on accepte. Ils vous préparent en fait le terrain sur le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il faut réagir. Et puis, ils vous sensibilisent finalement sur le pourquoi. Et puis, nous, on vient peut-être juste après cette étape où vous êtes déjà un petit peu, on va dire, mûr dans cette réflexion. Sensibiliser. Vous êtes déjà sensibilisé, exactement. Et puis nous, on vient pour concevoir vraiment la solution, vraiment l'offre digitale avec vous, savoir voilà, pour quel segment c'est, sous quelle forme, est-ce que c'est un canal mobile pur, un canal web, les deux, ou d'autres choses qui sont potentiellement pas encore inventées. Et puis, on va vraiment concevoir cette solution, la développer, la réaliser pour vous, donc pour vos clients finaux. Et puis, on va vous accompagner effectivement dans ce passage de témoin pour que vous puissiez l'opérer en toute autonomie. Alors après, évidemment, on revient volontiers donner un coup de boost pour un projet futur, mais l'idée, c'est que vous puissiez être capable de faire cette maintenance évolutive en autonomie. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est le client qui vient vers vous pour vous dire j'aimerais ça, 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 ou est-ce que c'est le client qui vient vers vous en disant voilà plus ou moins où j'aimerais aller, à vous de me dire comment le faire? Alors on va dire ça dépend un petit peu de l'acteur. Il y a des acteurs qui sont, on va dire, grands, qui ont des équipes en interne, qui ont déjà une stratégie digitale, ils ont déjà fait ce travail. Et puis en général, eux, ils cherchent potentiellement plus des exécutants, c'est-à-dire des gens vraiment où il y a assez peu de liberté de manœuvre. Finalement, la feuille de route est déjà bien définie et il faut trouver quelqu'un avec qui faire un partenariat pour dérouler. Et puis, il y a des acteurs qui n'ont pas cette capacité d'innover. Ils ont déjà plein de projets de conformité ou de choses comme ça à faire. Ils n'ont pas forcément le temps ou les connaissances ou les compétences pour pouvoir innover. Et là, c'est là qu'on vient avec eux. Et puis, ils n'ont pas forcément une feuille de route totalement établie. Ils ont une idée, ils ont potentiellement un segment ou un produit qu'ils veulent lancer. Mais là, ils ont besoin de quelqu'un. Et c'est là qu'on vient en tant que spécialiste fintech en disant, voilà comment ça se fait à l'étranger, voilà comment ça marche ou marche moins bien. Voilà ce qu'on vous propose de faire pour votre marché, pour votre segment. Et puis aussi, on le fait vraiment, on le développe vraiment. Donc, c'est pas que du conseil, mais c'est vraiment du développement jusqu'à la mise en production. Quels sont les types de clients que vous avez? Alors, je dirais il y a deux types. Il y a des grandes structures, où on va dire des acteurs régulés, donc qui sont plus ou moins grandes, mais des acteurs régulés, des banques, des institutions financières. Et puis, il y a aussi un certain nombre de nouveaux entrants, comme on dit. Donc, ça peut être des gens qui visent la licence fintech, qui n'est pas la licence bancaire, mais qui est plus restrictive. Et puis, ces gens-là, souvent, ils n'ont pas forcément une équipe interne, ou pas encore une équipe interne. Donc là, on les aide vraiment à donner ce coup de boost initial. On remplace à quelque part leur équipe IT qu'ils n'ont pas encore, momentanément, et puis on les aide à recruter, à mettre en place toute cette technologie, tout ce stack technologique pour aller vers un MVP ou bien pour une première version qui partirait en prod. Et ensuite, on les accompagne pour former finalement nos successeurs ou les gens qui vont nous remplacer à quelque part dans cette équipe. Et puis après, de nouveau, ils peuvent refaire appel à nous pour un coup de boost, pour une nouvelle offre, une nouvelle fonctionnalité ou bien un nouveau type de typologie client qui voudrait servir. Mais justement, s'il y a un client qui vient vers vous pour que vous puissiez lui mettre en place une solution technologique innovante et que lui n'a pas le matériel qu'il faut pour le suivi, comment ça se passe? Alors, dans ces cas-là, souvent, on le sensibilise que pour avoir une activité fintech qui n'est pas que de la relation clientèle, si j'ose dire, donc vraiment s'il y a des opérations de traitement de données, d'offres qui doivent tourner 24 heures sur 24, etc., il doit être sensible sur le fait qu'il doit avoir une équipe technique. Alors, ça pourrait être des gens externalisés, mais ça veut dire que c'est quand même des gens qui sont disponibles quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est vrai que dans le domaine de la fintech, on s'attend à ce qu'un paiement il fonctionne aussi un samedi matin à 2 heures. Voilà, il n'y a pas d'heure finalement de repos pour le système financier. Donc dans ces cas-là, on peut proposer des solutions qui sont soit des externes, soit vraiment les convaincre qu'il faut engager en interne des compétences pour ça. Et combien de temps ça dure un mandat en moyenne? Alors, le plus long, il est encore en cours. Donc, le plus long, il a commencé en 2017, donc il est encore en cours. Et puis, autrement, ça peut être des coups de boost qui sont, je dirais, entre 6 mois et une année et demie, pour arriver vraiment à faire quelque chose de conséquent. 6 mois, c'est en général le bas de la fourchette, c'est quand même assez court pour vraiment réaliser quelque chose qui part d'une idée jusqu'à une mise en production. C'est possible, mais de manière réaliste, c'est peut-être plutôt une année et demie. Vous auriez un exemple un peu croustillant à nous donner d'un client que vous avez eu et comment ça s'est passé? Ah oui, bien sûr. Alors, on accompagne effectivement HBL. Donc HBL, ça veut dire Hypothecar Bank Lensburg. Donc c'est la banque hypothécaire de Lensburg. C'est une banque régionale qui a son siège à Lensburg, en Argovie. Donc c'est entre Aarau et Zurich. Et eux, ils ont fait le pas déjà depuis 2016 de partir dans l'open banking.
Et puis, dans ce cadre-là, ils se sont dit, mais ils se sont dit, on peut aller un peu plus loin, on peut offrir ce qu'on appelle du banking as a service. Donc, ils ont dit, mais en fait, nous, on peut fournir des prestations à nos propres clients. On n'est pas limité à notre canton. On a une certaine région qu'on couvre entre Zurich, Lucerne, Aarau, Baden, etc. Mais en fait, on pourrait aussi acquérir d'autres clients via des autres canaux de distribution. Alors, je m'explique. L'onboarding digital, donc entrer en relation à distance, c'est quelque chose qu'on a mis en place avec eux. Et dans ce cadre de projet, l'idée, c'est de dire, moi, HBL, je ne vais pas aller activement chercher des clients à Genève, à Chiasso, à Bâle. C'est pas dans ma zone d'influence, dans ma zone d'intérêt. Par contre, avec du banking as a service, un tiers, une fintech, une autre banque ou un autre acteur financier pourrait en fait faire cette acquisition de clients en Romandie, au Tessin ou dans d'autres zones, et puis finalement créer ou acquérir des clients qui sont des clients 100% à part entière de HBL, mais qui sont finalement acquis par d'autres moyens, donc par d'autres acteurs. Et ça, c'est un projet d'assez longue haleine, parce qu'on parlait en 2016, c'est la FINMA à l'époque, le régulateur suisse, qui permettait en fait de pouvoir faire de l'entrée en relation à distance, donc sans identification physique ou bien sans identification via ce qu'on appelle la voie de correspondance, donc dans des guichets de CFF ou les guichets de la Poste. Et en fait, on pouvait tout faire absolument en digital. Donc ça, on parle de 2016. Et puis depuis ce moment-là, en 2017, la banque s'est dit, mais en fait, on peut aller peut-être un peu plus loin, on peut régler tous ces problèmes de conformité pour nous en interne, donc savoir vraiment quelles sont les règles qui sont à respecter pour acquérir des clients, et puis en fait fournir ça sous forme de service, finalement sous forme d'une boîte qu'on intégrerait dans une autre fintech, et puis ces fintechs n'ont pas ce problème à se poser de conformité, etc., parce qu'elles ne sont pas forcément, elles, régulées. En fait, elles créent des comptes et des clients chez HBL. Donc vous avez été le pont entre justement l'aspect régulatoire et l'aspect technique. Alors l'aspect régulatoire et la conformité, il est quand même vraiment garanti par la banque. C'est vraiment la banque qui est responsable de sa conformité, de ses directives internes, circulaires, et puis c'est elle qui répond vraiment vers la FINMA. Ou dans l'application? Alors dans l'application, effectivement, le développement qu'on a fait, sous forme d'interface de programmation, on appelle ça des API, ou alors aussi sous forme d'application front-end, donc vraiment ce que le client final voit. Dans ces deux cas, toutes les règles de conformité ont été intégrées et configurées dans l'outil pour que finalement ces questions ne se posent plus à chaque intégration. Donc finalement, une fintech ou une banque, une autre assurance qui est intégrée avec HBL ne peut pas faire faux au niveau conformité. Elle est obligée de suivre les règles qu'on définit. Par contre, elle a une grande liberté sur le nombre d'écrans qu'elle veut proposer, la couleur, la police, l'ordre aussi de certaines de ces étapes. Là, elle est libre de faire comme elle veut et puis finalement de customiser ou de choisir vraiment l'expérience client qu'elle veut proposer à ses propres clients. J'imagine que la plus-value, il y en a plusieurs, mais si on devait les citer, quelles sont vraiment les plus-values que vous ajoutez à vos nombreux clients? Alors, je dirais qu'il y a ce côté un peu passionné vraiment de fintech, de fait de faire de la veille, de monitorer tout ce qui se passe à l'étranger en Suisse. Ça nous permet d'être vraiment toujours au courant de quelles sont les nouveautés, celles qui marchent moins bien aussi. Mais on est vraiment, on peut apprécier vraiment quelles sont les innovations qu'on aimerait apporter peut-être dans le paysage bancaire suisse. Et puis, évidemment que ça, on le fait au niveau business. Donc vraiment, on essaie de voir quelles sont les innovations qui marchent et qui marchent moins bien. Puis nous aussi, en tant qu'ingénieur, on s'intéresse à quelles sont les dernières méthodologies, les dernières librairies, les derniers modules, les derniers langages de programmation aussi qui sont, pour être vraiment toujours au goût du jour et puis proposer quelque chose qui va perdurer dans le temps. On reconnaît la passion du travail, ce qui est très bien. Quels sont les challenges que vous avez rencontrés depuis le début? Je dirais qu'il y a peut-être deux types de challenges. Il y a les challenges de la place financière suisse, en fait, de comment se comportent les acteurs et puis comment se comportent aussi les consommateurs. Puis ensuite, il y a les challenges dans les différentes collaborations. Alors, je pense que pour le marché en Suisse, pour vraiment schématiser, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'étranger actuellement. Et puis en Suisse, il y a peut-être une un peu plus grande inertie, où on est peut-être un peu plus attentiste, on essaie de voir si ça marche vraiment à l'étranger avant de l'intégrer, etc. On est plus prudent. On est probablement un peu plus prudent. Mais ça se ressent aussi au niveau du consommateur. Ça veut dire que le consommateur, nous, en tant que consommateur, on est aussi prudent, on est aussi un peu captif, on est très très fidèle. Ce qui est plutôt bien pour des entreprises, elles n'ont pas forcément besoin de se battre. On a vu lors de l'arrivée des opérateurs mobiles étrangers ou bien des nouveaux entrants, Diax, Sunrise ou bien même Lidl ou Aldi, il y a eu une baisse des prix, effectivement.
Il n'y a pas eu un changement majeur. Swisscom n'a pas disparu, elle se porte plutôt bien, la Coop et la Migros aussi. Il y a eu une baisse des prix, mais ce n'est pas non plus une cassure comme on l'avait peut-être imaginé. Alors, ce marché, il a une certaine inertie. C'est aussi ce qui fait que la place financière suisse, elle est aussi respectée parce qu'elle est stable. Et stable, ça va aussi un peu avec l'inertie, qu'on le veuille ou non. Euh, et puis aussi, je pense que pour les acteurs bancaires, on a vu encore très très longtemps l'IT comme un centre de coût. Ça veut dire que voilà, il fallait offrir des canaux digitaux, il fallait répondre à ses besoins, mais finalement on a aussi beaucoup externalisé. Ça veut dire que pour des raisons de coût, on a demandé à des entreprises externes, que ce soit pour le core banking ou d'autres fournisseurs, et en fait en interne, ces banques ont perdu un peu une compétence ou une connaissance IT qu'il faut maintenant probablement réacquérir pour pouvoir suivre la tendance. Et ça se fait, hein, donc, mais il y a une certaine dette technique, comme on appelle dans le domaine, qu'il faut payer et qui coûte cher en argent. Ce n'est pas que de l'énergie, mais c'est vraiment des compétences, des personnes qui doivent voilà, rénover, si j'ose dire, ces systèmes qui sont un petit peu vieillissants. Donc ça, c'est les challenges un peu de la place financière. Et puis, les challenges au niveau de la collaboration, en fait, on a je dirais, des prérequis un peu pour que ça fonctionne bien. Euh, en tant qu'équipe externe, on vient avec nos propres outils, nos propres méthodologies, et on a besoin de cette liberté de pouvoir utiliser en fait ce qui nous plaît et ce qu'on pense être vraiment juste et adapté euh, à la mission. Et en fait, il se peut qu'il y ait un peu un clash culturel entre en fait finalement ces nouveaux outils, ces nouvelles méthodologies et des choses qui ont été décidées à très juste titre il y a peut-être 10, 15, 20 ou 40 ans. Et puis le focus qu'on aurait nous finalement de rénover, innover, etc., bah, c'est une tendance je pense qu'on doit suivre. Mais d'un autre côté, la banque, son focus, et c'est juste aussi, c'est la sécurité, c'est la confiance, c'est la conformité. Donc on voit qu'il y a probablement une tension un peu entre ce qu'on aimerait faire, ce qu'on est obligé de faire, et puis il faut trouver un terrain d'entente qui est ben voilà, hein, le compromis suisse, comme on dit. C'est la raison pour laquelle on est toujours content d'avoir une fintech à la FinTech Fair. On voit vraiment la rencontre entre l'ancien et le nouveau monde. Et c'est exactement ça, le clash culturel dont vous parlez. C'est vraiment la méthode à l'ancienne, comme on a toujours fait et qui a fait ses preuves. Et puis les nouveaux acteurs qui arrivent, qui forcent le changement, qui forcent à prendre ce train qu'on n'a pas envie de prendre. Mais il faut le faire à un moment et j'imagine que des fois, c'est pas toujours évident. C'est juste, alors ce shift culturel, qui soit en fait voilà, au niveau de ses habitudes ou au niveau technologique, il a déjà commencé il y a quand même bien quelques années dans les banques. Donc les banques, elles sont vraiment au courant de ce changement de paradigme, si j'ose dire. Et puis, il y en a qui ont vraiment fait ça, qui ont commencé ça vraiment, vraiment très, très tôt. Mais ça reste que souvent, c'est des entreprises qui sont grandes, donc il y a une certaine inertie. Donc même s'il y a une volonté, ça prend du temps jusqu'à ce que voilà, tout le monde soit convaincu, tout le monde soit à bord, tout le monde veuille le faire. Et puis effectivement, au niveau technologique, ben voilà, en 5 ou 10 ans, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent. Et si on n'injecte pas régulièrement finalement des ressources, des connaissances pour rester à jour, eh ben, on accumule cette dette technique qui est finalement assez difficile à combler. Enfin, plus on attend, plus elle est lourde. Mais est-ce qu'au niveau technique, il y a des challenges ou ne serait-ce qu'une espèce d'incompatibilité IT entre les différents systèmes? Est-ce que les banques ont un système assez robuste mais assez vieux, si j'ai bien compris? Alors c'est vrai qu'on schématise souvent un peu comme ça. On dit que voilà, le système il est effectivement très très robuste, il est très sécurisé, et puis il est vieux. C'est pas forcément toujours vrai. Il y a des core banking qui ont été développés il y a moins de 20 ans. Alors ça paraît encore long, 20 ans, mais finalement euh, il y a des architectures ou des méthodologies qui ont, elles, relativement peu évolué pendant ces 20 ans et qui sont toujours d'actualité. Finalement, un core banking en tant que tel, ça gère la comptabilité, c'est vraiment des comptes en T, hein, donc c'est vraiment la comptabilité comme on l'a appris, avec des crédits, des débits, des choses comme ça. C'est pas quelque chose qui est technologiquement, qui demande beaucoup on va dire, de puissance de calcul d'architecture très très compliquée, etc. Par contre, évidemment, les challenges qu'il y a, c'est la sécurité, ça, on peut que le répéter, mais c'est aussi le volume. Plus on a de clients, plus on a de transactions. Ces transactions, on aimerait aussi qu'elles soient de plus en plus en temps réel. Et ça, c'est quelque chose qui effectivement manque un peu à ces conceptions qui datent d'il y a 5, 10, 15 ou 20 ans. À l'époque, on parlait plutôt
de traitement batch. En français, ce serait de traitement séquentiel ou par séquence, ou peut-être voilà, chaque nuit, on fait une réconciliation, chaque nuit, on traite tous les comptes. Et ça, aujourd'hui, c'est vrai que ça détonne un petit peu avec ce qu'on voit. On aimerait des paiements instantanés, on n'imagine pas exactement pourquoi un solde ne serait pas mis à jour en temps réel. Donc ça, c'est effectivement des difficultés, on va dire, fondamentales, mais qui ne sont pas hyper compliquées à corriger. Par contre, c'est vrai que ce qui me manque depuis un certain temps, c'est un investissement sur des innovations, on va dire, pour le client final. Il y a eu des révolutions, hein. On parle de l'introduction des bancomates, alors maintenant ça date il y a quand même bien quelques dizaines d'années, l'arrivée des e-banking, maintenant le canal principal pour les banques qui en ont, c'est le mobile banking. Donc on va dire, il y a des nouveaux canaux de distribution, ça c'est vrai, on change de nos habitudes, on va peut-être de moins en moins en agence, on consulte son solde plus sur son téléphone portable par exemple, on utilisera peut-être de moins en moins la carte, mais on fera toujours des paiements avec son téléphone portable, que ce soit une carte dématérialisée ou pas. Mais c'est vrai qu'au niveau des produits, au niveau de l'offre produit d'une banque, on reste quand même dans les métiers de base. C'est de la gestion courante, c'est du crédit, c'est des prêts, des hypothèques, et puis c'est de l'investissement. Finalement, le métier de base de la banque n'a pas fondamentalement changé avec cette technologie. Et il risque pas de changer Tito. Alors je pense que oui, je pense que c'est ça tout le défi qu'on doit relever maintenant. Les clients changent d'habitude, et ça on l'a vu donc au niveau de l'utilisation des canaux. Ça c'est la première chose qu'on a remarqué. Donc on a commencé à être de plus en plus ce qu'on appelle multicanal, agence, téléphone, internet, vidéo, etc., etc. Mais je pense qu'il y a encore quelque chose qu'on peut faire pour rendre les offres, alors holistique et aussi beaucoup plus chaleureuse. Je crois qu'aujourd'hui, faire son budget, faire sa comptabilité, déclarer aux impôts, c'est pas quelque chose où on se réjouit forcément. Donc quand on va voir un banquier, c'est pas forcément pour des raisons où on se réjouit d'aller pendant des heures de bureau, faire un effort pour aller voir son conseiller. Et pourtant, le banquier, il est là aussi pour nous aider dans des étapes de vie qui sont plutôt réjouissantes. Enfin, ça peut être un emménagement, un mariage, une famille qui s'agrandit, acheter un bien immobilier. Enfin, c'est plutôt des choses pour lesquelles on se réjouit. Planifier un voyage, c'est tout finalement quand même grâce à cette planification qu'on peut mettre de côté, qu'on peut épargner, pour se réjouir à faire tout ça. Et c'est vrai que je pense qu'on a un changement de paradigme maintenant grâce au digital. On peut probablement rendre cette planification et ce contact avec l'argent peut-être beaucoup plus harmonieuse et aussi beaucoup plus chaleureuse. Et je pense qu'on a vraiment maintenant une opportunité de le faire. Et moins stressante. Ouais, c'est vrai que c'est aussi un facteur de stress. Ouais. Je pense que épargner, enfin boucler la fin des mois, les budgets, etc., il y a un facteur de stress et on devrait pouvoir le transformer en se disant mais réjouissons-nous de pouvoir faire ceci, faire cela, épargner. Et puis même si des fois, effectivement, c'est pour protéger sa famille en cas d'accident avec des assurances ou bien mettre de côté pour un appareil dentaire pour son enfant. Il y a des choses comme ça qui vont arriver aussi. Mais on peut aussi se réjouir en se disant voilà, je vais épargner pour les projets impôts. Pour les impôts, pardon. Pour les impôts, par exemple. Mais ça pourrait être, par exemple, pour une planification plus long terme. On sait que nos enfants, peut-être qu'ils vont aller étudier à l'étranger. Voilà, on aimerait mettre de côté pour qu'ils puissent étudier à l'étranger tôt ou tard. Enfin, c'est des choses qui sont plutôt réjouissantes. Bien sûr. Donc vous vous définissez sur votre site comme laboratoire d'innovation, et vous l'êtes véritablement. Est-ce que vous avez des concurrents directs ou on peut imaginer indirects? Alors je dirais que dans l'écosystème, il y a effectivement ce qu'on appelle les SS2I, donc c'est des boîtes de développement qui sont plutôt généralistes, qui ont une certaine taille, qui peuvent fournir un certain nombre de ressources à des acteurs comme des banques. Je dirais que, comme l'exemple dont on parlait avant, probablement qu'ils viennent, eux, assez tard dans la réflexion, où la banque elle est déjà prête, déjà mûre, et puis elle a déjà une feuille de route. Et puis, je dirais, il faut exécuter maintenant selon le mode de pensée et le mode de fonctionnement de la banque. Et ces SS2I répondent bien à ce genre de besoin, où finalement, il y a assez peu de marge de manœuvre. Je dirais qu'il y a aussi les agences web ou les agences de développement mobile qui sont aussi partie de cet écosystème, qui peuvent contribuer activement à répondre à des besoins dans la fintech. Mais elles aussi, elles sont effectivement plus généralistes, elles n'ont pas forcément un ancrage très fort dans le domaine de la fintech. Et puis, il y a les cabinets de conseil. Donc les cabinets de conseil, eux,
ne délivrent pas, on va dire, ne conçoivent pas forcément, ne délivrent pas forcément de produits, mais ils sont en amont pour la réflexion et ils travaillent beaucoup sur le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il faut réagir, dans quel marché, avec quelle tarification, pour quel segment, etc. Et puis nous, on intervient effectivement dans le quoi et le comment, ça veut dire quelle est l'offre qu'on veut amener et puis comment est-ce qu'on veut la délivrer au client. Donc techniquement parlant, on a du coup une grande marge de manœuvre parce qu'on peut discuter avec le client sur comment la réaliser et puis voilà, jusqu'à la mettre en production. La matérialisation concrète du pourquoi il faut le faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Vous êtes des magiciens. Des fois, oui, peut-être. Magiciens du nouveau monde IT. Est-ce qu'il y aurait d'autres exemples de projets, de choses que vous auriez faites qui sont un peu différentes? Oui, alors de nouveau avec la même banque HBL dont on a parlé avant, on a fait tout un projet d'émission et de gestion de cartes. Donc aujourd'hui, avec les nouveaux acteurs comme Revolut ou N26, etc., on a vraiment des fonctionnalités de self-service pour les cartes de crédit, débit ou prépayé. On peut les bloquer, les débloquer, changer son PIN, enfin faire tout un tas d'opérations de self-service. Donc HBL a fait le pas, elle, pour devenir aussi un émetteur à part entière. Ça veut dire qu'elle émet ses cartes pour ses propres clients, évidemment, mais elle peut dire, elle peut vraiment accueillir les fintechs et leur dire, ben voilà, vous avez besoin de gestion courante. On offre évidemment un compte avec un IBAN, tous les moyens de paiement, de trafic de paiement, de e-bill, LSV, etc. Mais en fait, vous pouvez aussi équiper vos clients avec une carte qui est brandée de nouveau avec vos couleurs, avec votre logo, etc. Mais qui est émise par HBL. Donc de nouveau, c'est HBL qui fait l'effort, on va dire, de conformité, de régulation, de mettre en place toute cette technologie pour le bien de ses propres clients et de ces clients indirects qui sont amenés par justement ces fintechs qui vont faire l'acquisition dans différentes zones géographiques. Donc ça, c'est voilà, dans deux exemples, donc de digital onboarding et la gestion de cartes. Avec Seba, qui est une crypto-banque à Zug, qui s'est lancée aussi récemment, ça date de 2018. Avec eux, on a fait tout ce qui est trading, donc achat-vente de devises, y compris des crypto-monnaies. Alors en fait là, il y a deux pans en fait pour bien expliquer ce que c'est que le trading de crypto-monnaie. Il y a un pan qui est vraiment comme le forex, donc on achète et on vend des devises, comme quand on achète des euros, des francs suisses, des dollars. Et puis la banque en fait garantit que si on a acheté 100 euros, eh ben il y a 100 euros qui sont sur mon compte. Mais ça peut être 100 euros dans un pot commun. C'est pas forcément ces 100 euros rouges ou verts ou jaunes. Ils n'ont pas une couleur, ils sont fongibles si j'ose dire. Donc ça c'est vraiment le trading qui est achat-vente de crypto qui est proposé par quelques autres banques en Suisse aussi. Et puis, il y a le côté custodian ou custody. Alors, en français, on dirait peut-être plutôt dépôt. Et là, schématiquement, il faut imaginer comme quand on avait des actions papier, donc vraiment des papiers valeurs où il y avait un numéro d'action. Et puis, cette action, elle appartient à Maxime Monod. Et puis, je la dépose dans un safe, dans une banque, enfin, dans un coffre-fort dans une banque. C'est un peu ça l'idée qu'il faut avoir. Le custody dans des crypto-monnaies, bah, c'est effectivement que quand j'ai un bitcoin, eh ben, ce bitcoin, il m'appartient vraiment à moi. Il est lié à mon identité via des adresses, des choses comme ça, mais c'est vraiment la banque qui le stocke en mon nom, finalement, comme dans un coffre-fort. Et je pourrais évidemment le rendre liquide et pouvoir le trader pour acheter des euros, etc., etc. Mais en fait, je peux aussi le mettre en dépôt, vraiment virtuellement, comme dans un coffre-fort, et puis dire, ben voilà, comme à l'époque dans un papier valeur, j'ai cette action Nestlé qui m'appartient parce qu'elle est dans mon coffre-fort à moi. Donc ces deux pans-là, on les a développés avec Seba, le front-end y compris. Donc c'est vrai que le client aujourd'hui, quand il demande une cotation pour acheter ou vendre des euros ou des crypto-monnaies, eh ben, il voit un front-end qu'on a développé pour cette solution. Donc là, d'après les exemples qu'on voit, c'est beaucoup banking as a service. C'est vraiment autant dans le e-banking que dans le transfert d'argent, crypto, etc. C'est beaucoup dans cet esprit-là. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui s'éloignent un peu de ça ou vous êtes essentiellement spécialisé là-dedans? Alors, je dirais que l'innovation dans l'open banking, euh, dans le banking as a service, donc c'est vraiment promouvoir des services pour une banque, pour que d'autres banques ou d'autres acteurs puissent en bénéficier, ben on va couvrir finalement beaucoup du métier de la banque. Donc ça veut dire que ceux qui sont les plus peut-être faciles ou les plus immédiats auxquels on pense, ben c'est effectivement la gestion courante. Donc c'est avoir un compte en banque, un compte épargne, avoir des moyens de paiement. Donc ça c'est ce qu'on appelle finalement le cœur vraiment le noyau que les nouveaux entrants attaquent aujourd'hui.
avec l'émission de cartes, avec le self-service, etc. Mais en fait, le banking as a service n'a pas de raison vraiment de s'arrêter à la gestion courante. Il y a le trading qui est effectivement déjà bien en place, crypto-monnaie y comprise, mais il y a évidemment aussi des acteurs sur le robot advisory. Il y a aussi des acteurs qui vont le faire en tant que service, hein. Il y a aussi des acteurs dans les hypothèques. Il n'y a pas de raison finalement que le banking as a service s'arrête à simplement le monde de la gestion courante, si j'ose dire. Donc effectivement, nous, on est spécialisé dans l'open banking aujourd'hui, dans le banking as a service, mais demain, peut-être que voilà, il y aura des hypothèques en ligne, peut-être des nouveaux entrants vont aussi attaquer le marché de l'hypothèque. C'est un petit peu plus compliqué, effectivement, parce que les processus sont un peu plus lourds aujourd'hui, mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas tôt ou tard. Et par rapport à la FINMA, est-ce que pour commencer à exercer votre métier, est-ce que vous avez dû être régulé par la FINMA? Alors, nous, en tant que fournisseur de technologie, on n'est pas régulé par la FINMA. Donc nous, on est vraiment une entreprise de conception, de développement. On fournit finalement du logiciel ou des services qui sont utilisés par des acteurs régulés, eux, et eux doivent être conformes, doivent répondre aux directives, etc. etc. Mais donc nous, au final, on n'a pas un rapport direct avec la FINMA, à part qu'évidemment, on surveille, on regarde tout ce que la FINMA publie, parce que dans certains cas, il y a un fort accent sur la technologie. Il y a beaucoup de réglementations qui sont plutôt sur des aspects vraiment de conformité, qui n'ont pas vraiment un aspect sur la technologie, mais voilà, depuis 2016, il y a eu des avancées. Donc on a parlé un peu avant de l'entrée en relation à distance, mais dernièrement, il y a aussi des avancées assez majeures sur la qualification de la signature. Donc on peut faire des signatures redaté, c'est pas vraiment une signature, on a une signature avancée, on a une signature qualifiée, et puis tout ça, ça permet aussi d'ouvrir justement des nouveaux services bancaires. Pour avoir une hypothèque ou certains types de crédits, on doit avoir une signature qualifiée, donc c'est une signature qui est aussi forte finalement que la signature qu'on ferait sur un bout de papier devant le conseiller. Et aujourd'hui, on pourrait se permettre effectivement, grâce à ça, d'ouvrir des nouveaux pans des métiers bancaires via des offres digitales. Et c'est un peu un prérequis, et c'est très bien que justement la FINMA puisse ouvrir, alors la FINMA et d'autres instances, hein, en l'occurrence pour la signature, puisse ouvrir finalement la porte à ces innovations, tout en protégeant vraiment le consommateur. La FINMA, son rôle, c'est évidemment d'encadrer le marché et de poser des contraintes pour le bien du consommateur. Elle est vraiment là pour protéger le consommateur, et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Et grâce à ces ouvertures d'esprit qui viennent parfois de l'étranger, mais aussi parfois de l'interne, eh ben, on peut amener des innovations qui vont peut-être couvrir tôt ou tard tous les métiers de la banque. On entend souvent des gens critiquer cette rigueur qui est mise en place par la FINMA. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors c'est vrai que la conformité, elle devient de plus en plus lourde, mais pas forcément sur le domaine technologique. Ça veut dire que dans le domaine technologique, effectivement, il y a les difficultés d'entrer en relation, de vraiment conforme pour respecter les règles. Il y a aussi la protection des données, vraiment d'être certain qu'elles sont utilisées à bon escient, qu'on puisse... ces réglementations qui sortent et dont on parle beaucoup. Et ça, c'est plutôt bien pour le consommateur. Et finalement, c'est des bonnes contraintes, parce que finalement, technologiquement parlant, on a aussi besoin de règles à respecter, et puis de pouvoir dire, voilà, dans notre domaine du possible, on a des frontières qu'on ne peut pas dépasser, et c'est pour justement protéger les consommateurs. Dans le cas de la protection des données, on va très loin, et c'est plutôt rassurant pour le consommateur. Et c'est vrai que là, les critiques qu'on entend souvent, c'est de dire, mais c'est difficile pour une banque maintenant d'exploiter ces données, parce qu'elle doit respecter tout un tas de réglementations, alors que les géants de la technologie qui sont à l'étranger ne suivent pas les mêmes règles. Donc c'est un peu comme s'il y avait un combat à armes inégal entre ces deux acteurs. Et c'est pas, ouais, c'est une réalité. Maintenant, c'est quand même deux aspects qui sont fondamentalement différents entre donner des services financiers à des clients et puis donner des services de streaming ou de vidéo et des choses comme ça. Par contre, évidemment, la banque peut avoir peur de certains de ces acteurs, de ces géants de la tech, parce qu'on a aussi ce qu'on appelle le embedded finance, donc la finance embarquée, où finalement ces géants de la tech peuvent offrir des services financiers sans être une banque. Ça veut dire qu'ils passent à travers un acteur bancaire. Et puis, de nouveau, en parlant de banking as a service, il n'y a pas de raison qu'un acteur qui n'est pas financier puisse proposer des services financiers, parce que finalement, c'est la banque qui propose ce service financier, mais à travers un acteur qui est un géant de la tech, un géant de la distribution ou autre. Donc, il y a effectivement une espèce de tension entre cette protection de données, cet respect des règles, et puis d'un autre côté, on a l'impression que c'est le Far West avec les géants de la tech. Est-ce que c'est une vraie impression ou pas? Oui, probablement que
un géant de la technologie ne pourrait pas devenir une banque du jour au lendemain en Suisse. Peut-être que c'est ce qui accentue aussi ce clash culturel dont on parlait tout à l'heure entre justement les fintechs et les acteurs plus traditionnels qui, eux, ont tout ce poids justement de la régulation, de la FINMA. Et à l'inverse, justement, ces nouveaux acteurs d'un type nouveau qui sont purement IT, qui viennent et qui sont la plupart jeunes, innovateurs, qui ont de l'agilité, certes, mais ils n'ont peut-être pas forcément toute l'expérience et tout le poids régulateur et l'héritage exactement de ce que veulent les clients sur certains aspects. Et c'est vrai que ça doit être compliqué de trouver des fois un accord entre ces deux mondes. C'est juste, mais la FINMA ou le régulateur n'est pas toujours finalement quelqu'un qui restreint le domaine des possibles. Alors, c'est pas forcément le cas en Suisse, mais je veux juste citer deux exemples. En Angleterre, la FCA, donc c'est l'équivalent de la FINMA, c'est la Financial Conduct Authority. Au Royaume-Uni, est-ce qu'elle a dit en 2016, si je dis pas de bêtises, elle a dit, c'est quand même dommage, les clients sont un peu trop captifs, c'est très difficile de changer de prestataire bancaire, de fermer un compte, d'ouvrir un compte ailleurs. Et c'était l'époque où en fait les taux d'épargne, enfin les taux d'intérêt sur les comptes épargne étaient rémunérateurs. On peut imaginer un peu l'équivalent des comptes 3A ici en Suisse. Et puis le régulateur a dit il faut que ça cesse, il faut qu'un client puisse presque instantanément changer de banque pour avoir un meilleur taux d'intérêt, par exemple. Et ce que ça veut dire, c'est que finalement, ça ressemble un petit peu à ce qu'on vit ici avec les caisses maladie. On peut, quand on signe un contrat avec la nouvelle caisse maladie, mandater ou permettre à cette nouvelle caisse maladie de nous désinscrire dans l'ancienne. La même chose avec un opérateur mobile, etc. Mais c'était, entre guillemets, une vraie révolution au Royaume-Uni parce que il y avait tellement de paperasse et de choses à faire que finalement les gens étaient découragés de changer de banque. Et puis grâce à cette régulation, finalement elle a pu un peu titiller l'innovation pour dire en fait il n'y a pas de raison que ce soit aussi compliqué, que les clients soient aussi captifs. Donc même si ce n'est pas son rôle premier de stimuler l'innovation, c'est pas un acteur qui doit favoriser la concurrence, parfois elle peut aussi amener des règles pour dire ouais ça doit cesser, ça doit être un petit peu mieux, ça doit être un petit peu différent. Et un deuxième exemple, c'est une des directives européennes, la PSD2, donc c'est la Payment Services Directive, deuxième du nom, qui est donc une directive de l'Union européenne qui n'est pas appliquée en Suisse. Donc la Suisse ne doit pas suivre cette directive. Elle dit en fait deux choses dans le domaine de l'open banking. Elle dit, moi qui ai un compte dans une banque, j'aimerais autoriser expressément un tiers à accéder à mon solde de compte ou à accéder aux informations de transactions sur mon compte, mais avec mon consentement. Ça, c'est la première chose qu'elle dit. Puis la deuxième chose qu'elle dit, c'est, de nouveau, moi qui ai un compte dans cette banque-là, j'autorise un tiers à déclencher un paiement depuis mon compte, donc en mon nom, mais toujours avec mon consentement. Et puis ça, de nouveau, on peut dire que c'est une sorte de stimulation de l'innovation. Ça veut dire qu'elle force les banques à finalement ouvrir, enfin c'est vraiment de l'open banking, ouvrir un peu d'informations pour le bien d'autres banques ou de tiers. Mais c'était aussi à l'époque pour répondre à un besoin de sécurité. Donc là, en fait, c'était finalement une pierre deux coups. À l'époque, c'était Sofortüberweisung à l'époque, qui faisait en fait du paiement dans des e-commerce. Donc ça veut dire que ce qu'elle demandait Sofortüberweisung, c'est qu'elle disait, cher client, plutôt que d'utiliser une carte de crédit, ou peut-être tu n'as pas de carte de crédit, mais tu as un compte e-banking, si tu nous donnes l'autorisation d'accéder à ton e-banking, on va créer le paiement pour la somme du panier que tu as choisi, et puis déclencher ce paiement en ton nom vers le site de e-commerce. C'était une très très bonne idée à la base, parce qu'effectivement, il y a des gens qui n'ont pas de carte de crédit ou qui ne veulent pas utiliser de carte de crédit dans des sites plus ou moins connus, parce que voilà, on n'a peut-être pas confiance. Mais malheureusement, ça a ouvert aussi la porte à des abus, à des problèmes, parce qu'on donne finalement ces informations de connexion bancaire à un tiers, et ce tiers pourrait ou peut faire d'autres choses que ce qu'il est censé faire. Alors le régulateur à ce moment-là a dit maintenant il faut c'est une innovation qu'on doit prendre en compte, et puis on va la réguler dans le bon sens du terme. On va dire quelles sont les contraintes à respecter, mais tout en autorisant cette innovation. Et puis on arrive finalement à ce qu'on appelle le Payment Initiation Service, qui finalement répond à ce besoin. Un des autres aspects qui avait été abordé dans la PSD2, c'était aussi que l'information n'était pas toujours très claire, était assez dense
pour les consommateurs qui devaient justement donner accès à une partie tierce pour gérer leur argent, mais c'est que voilà, c'est comme tout le monde, hein. On a les conditions générales d'utilisation, personne ne va les lire, ou très peu de gens vont les lire de A à Z, et c'est vrai que c'était un des aspects qui était de rendre l'information plus accessible. Et ça fait aussi partie de la protection qu'on peut offrir. Alors je dirais que la PSD2, elle a été accueillie un petit peu de manière contrastée. Parce qu'effectivement, elle ne donnait pas de règles très strictes sur la technologie à utiliser. Oui. Donc il y avait alors une très grande liberté, donc ça c'est des fois bien parce que ça favorise justement l'innovation. C'était plus des précautions à prendre Oui, dans le sens-là. mais en ne fixant pas non plus vraiment la technologie à utiliser, on peut rester aussi un peu dans le flou et interpréter ça un petit peu différemment. Alors certaines banques qui ne voulaient pas du tout entendre parler d'open banking, elles ont attendu le plus tard possible pour le faire. Elles l'ont fait plus ou moins bien ou bien pas très très bien pour justement que ce soit pas forcément dans leur offre de service pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Ça c'est libre à la stratégie qu'elles appliquent. Et puis d'autres banques qui se sont dit mais en fait c'est une grande opportunité. On veut pouvoir le faire et puis on veut pouvoir aller plus loin avec du banking as a service. Donc finalement, ça a été vraiment très très contrasté. Et en fait, ce manque de précision ou de clarté sur la technologie, est-ce qu'on a besoin d'un deuxième facteur d'authentification, lequel sont reconnus ou pas, etc. Ça a effectivement amener un certain flou. Et puis, je dirais qu'il n'y a pas eu non plus vraiment de standard, mais finalement, le standard de facto, c'est celui qui a été, on va dire, adopté par le plus grand nombre de banques. Et c'est vrai que le standard technologique aussi sur comment est-ce qu'on fournit ces informations de compte ou comment est-ce qu'on déclenche des paiements n'a pas été expressément expliqué par la PSD2. Donc, le premier standard de facto, la première proposition, pardon, c'est devenu presque de facto le standard adopté par les banques. Mais est-ce que c'est pas ça l'essence même du sandbox, qui est poser plus ou moins un cadre plus ou moins cadré et laisser le terrain faire et après venir réglementer? C'est une bonne chose en soi. Je pense que c'est vraiment très très dur de faire un standard juste du premier coup. Enfin, dans la technologie, c'est rare que le premier système qu'on propose, ce soit le bon. Donc il faut quand même un certain nombre d'essais et de feedback pour arriver à ce qu'on considère être suffisamment bon pour devenir un standard. Et ça aurait été vraiment très très compliqué pour cette directive de dire voilà le standard, tout le monde doit le respecter et il est juste. Donc je pense que c'est assez juste de dire voilà finalement l'intention. Vous le comprenez, vous allez l'implémenter d'une manière ou d'une autre. Certains vont copier les autres, certains vont peut-être innover, et puis certains auront peut-être le loisir de justement aussi proposer des services supplémentaires. Donc pourquoi pas se dire, ça c'est le minimum qui est demandé par le régulateur, mais en fait on peut se différencier aussi sur la qualité ou la quantité de données qu'on donne. On appelle ça en anglais le data augmentation, donc apporter de la valeur ajoutée à ces données. Donc ça laisse aussi libre cours à des innovations futures et potentiellement effectivement un meilleur service. Donc faire un standard juste du premier coup, c'est très très dur. Ouais, c'est compliqué. Et c'est ça que je trouvais justement bien, d'après les dernières recherches que j'avais faites sur l'open banking en lien avec la FINMA, elle s'est absolument pas prononcée sur le sujet. Non, c'est juste. Il y a l'association. Il n'y a même pas de flou, il y a juste rien. Donc ouais, c'est une juste, bonne chose. Ouais, la décision est de dire on légifère pas là-dessus. Mm-hmm. L'association des banquiers était aussi pour dire on ne veut pas que ce soit obligatoire, libre aux banques d'y trouver une opportunité ou une menace. Aujourd'hui, il y a assez peu de banques qui voient ça comme un énorme avantage, mais ça dépend de nouveau de quel open banking on parle. L'open banking qui est comme PSD2, ça veut dire ouvrir l'information des comptes et déclencher des paiements. Ça a un intérêt pour le client privé pour ce qu'on appelle des PFM. Donc PFM, ce serait dans le sens Personal Finance Manager. Donc avoir une vision de son patrimoine, une vision de ses transactions, pouvoir voir quelles dépenses sont faites dans quel domaine. Est-ce que c'est plus dans les transports, dans les communications, dans les loisirs, etc. Donc là, on peut aller dans cette direction aussi quand on est multibancarisé. Ça veut dire que c'est l'avantage en fait. Aujourd'hui, sans open banking, si je veux savoir la valeur totale de mon patrimoine et que je suis multibancarisé, je vais me loguer dans mon e-banking une fois, deux fois, trois fois, etc. Faire la somme manuellement. Si j'ai des transactions à réconcilier, je vais devoir le faire manuellement dans ces différentes banques. L'avantage de cette agrégation, c'est que finalement, technologiquement parlant, on peut agréger tous ces soldes, toutes ces transactions. Donc pour moi, en tant que client final, ça peut être qu'un avantage. Maintenant, pour la banque, la question qui se pose, c'est quelle est l'interface qui va finalement permettre de faire cette agrégation. Est-ce que c'est la banque numéro 1 dans laquelle je vais me loguer et qui va montrer les soldes et les transactions de toutes les autres banques, ou est-ce que c'est la banque 3
Il y a une sorte on aimerait être finalement le lien final avec le client. Et aujourd'hui, c'est pas exactement clair comment est-ce que les banques se positionnent à travers ça. Pour la clientèle entreprise, on a des pas un peu plus avancés. On parlait à l'époque de corporate APIs, donc d'interface de programmation pour le bien des entreprises. Ici, le use case, il était en fait beaucoup plus poussé par la clientèle. Aujourd'hui, quand on a une entreprise et puis qu'on a un logiciel comptable, eh ben on aimerait avoir un lien assez fort finalement entre ses comptes en banque et son logiciel comptable. On ne veut pas faire de double entrée sur les notes de frais, sur les transactions, etc. C'est un travail assez laborieux où on peut faire des erreurs d'entrée, etc. Donc on aimerait vraiment que ce soit beaucoup plus automatisé. Donc on pousse à avoir vraiment un lien plus fort entre ces deux composants, vraiment le logiciel comptable et puis les différentes banques. Mais de nouveau, les entreprises, souvent, à partir d'une certaine taille en tout cas, sont multibancarisées, et on a ce même problème qu'on doit pouvoir récupérer les données dans ces différentes banques, et puis aussi déclencher des paiements dans ces différentes banques. Souvent, par exemple, si on prend le cas d'une gérance, une gérance immobilière, elle va gérer un certain nombre d'immeubles, elle va avoir plein d'entrées d'argent qui sont les loyers des locataires, et puis, in fine, elle va évidemment envoyer une certaine partie de cette somme au propriétaire. Et puis, si elle est multibancarisée, ben, il y a certaines sommes qui vont partir du compte 1, une autre somme du compte 2, du compte 3, etc. Et tous ces calculs et cette gestion est en général faite via la comptabilité qui prépare des fichiers de paiement ou des ordres de paiement qu'on veut ventiler directement dans les bons comptes. Donc, ça paraît tout à fait logique que grâce à l'open banking, on puisse faire ça de manière beaucoup plus transparente. Donc ça a été, on va dire, accueilli avec beaucoup plus d'enthousiasme en Suisse, mais ça reste finalement pour la clientèle, si j'ose dire, existante. Ça veut dire que dans l'open banking, à la PSD2, si j'ose dire, c'est dire, chère banque, vous devez maintenant ouvrir des interfaces de programmation pour les privés et les entreprises, pour ces deux aspects, donc l'accès aux informations de compte et de déclencher des paiements, mais c'est pour vos clients existants. Ça ne vous permet pas forcément d'accueillir des nouveaux clients, mais ça vous permet de pouvoir dire des tiers peuvent se connecter à votre compte pour offrir un meilleur service. Maintenant, si on fait un pas vers le banking as a service, c'est de dire, en fait, j'ai mes clients existants que je sers directement avec mon infrastructure, avec mon open banking potentiellement pour leur dire, chers clients, vous pouvez vous connecter avec ce logiciel comptable A, B, C ou D. Mais en fait, le banking as a service, il veut dire aussi, chers partenaires fintech, chères banques, chères assurances, voilà des services que moi j'offre en tant que banque qui sont disponibles sous forme d'API. Et puis grâce à ça, vous pouvez vous proposer ces services et moi me rapporter ou me faire acquérir des nouveaux clients. Et ça, c'est vraiment l'approche de HBL. C'est la seule en Suisse vraiment qui a cette approche aujourd'hui. Et puis, on remarque à l'étranger qu'il y a des banques qui le font avec beaucoup de succès, Starling ou bien Solaris, et qui vont encore plus loin. Elles se disent, en fait, nous, on est une banque infrastructure. On n'a pas d'agence, on ne fait pas de B2C finalement, on fait que du B2B. On propose nos services bancaires, on a une licence bancaire, on est conforme, etc. Et finalement, le client final devient client de HBL, mais on décide, pas dans le cas d'HBL, mais dans le cas de Solaris ou de Starling, de dire on va servir presque exclusivement que des banques ou des fintech partenaires. Mais est-ce que là, on pourrait imaginer que ce qui ferait plus sens, c'est d'avoir une fintech qui ferait, elle, l'interface et la connexion enfin, fintech / écosystème qui ferait, plateforme en fait, qui ferait vraiment l'interconnexion entre tous ces différentes banques, assurances, etc. Et ça fait plus de sens d'avoir une fintech qui viendrait prendre ce rôle-là que d'avoir des banques qui essayent de se relayer chacune, comme vous disiez, si je me log auprès de la banque 1, qu'elle fasse le relais auprès de la banque 3, etc. Ouais. Alors là, il y a à l'étranger, typiquement c'est PFM ou c'est BFM, qui est l'équivalent de Business Finance Manager. Ça, c'est effectivement des entreprises tierces, donc qui ne sont pas rattachées à une ou d'autres banques, qui fait vraiment cette interopérabilité. Ça veut dire que moi, en tant que client, je ne vais plus voir mon solde dans la banque A, dans la banque B, dans la banque C. J'ouvre cette application qui est vraiment une fintech et puis qui, elle, va chercher les soldes, chercher mes transactions, etc., les consolider, me donner ce rapport. Mais en Suisse, aujourd'hui, on n'a pas ça aussi, et parce qu'en fait, les banques n'ont pas d'open banking. Finalement, il y a très peu de banques qui offrent ces liens. Donc, de facto, il ne peut pas y avoir un PFM aujourd'hui qui peut se connecter à différentes banques et puis offrir ça. Dans la clientèle entreprise, certaines fintech ont fait le choix de se dire, ben voilà, je vais essayer de me connecter
aux plus grosses banques de Suisse pour pouvoir me dire, voilà, je suis une plateforme, si vous voulez faire de la comptabilité avec moi, je suis compatible avec ces différentes banques. Si vous avez un compte dans plusieurs banques, je suis aussi évidemment compatible. Mais c'est vraiment pour ce qui est clientèle entreprise. Et puis, c'est des protocoles qui finalement, technologiquement parlant, sont moins aboutis ou moins intéressants que ce dont on parle quand on parle d'open banking et de banking as a service. C'est des protocoles ou des moyens de communication qui sont déjà un petit peu vieillots, un petit peu dépassés, et c'est vraiment pas de ça dont on parle quand on parle de plateformes comme Stripe ou bien d'API vraiment utilisables à l'étranger. Là, il y a un clash technologique, vraiment. Et plus globalement, comment voyez-vous l'évolution de la place financière suisse à l'horizon 2030? Alors moi, je crois fort évidemment dans l'open banking, mais je vais essayer de parler quand même d'autres choses. Je dirais qu'il y a peut-être deux choses qui vont se produire. On voit que le poids de la conformité devient de plus en plus lourd. Ça veut dire que pour les GFI ou les banques privées d'une petite taille, ça devient de plus en plus compliqué d'être vraiment conforme. Ils agissent dans plusieurs marchés, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de régulateurs qui émettent des directives, non seulement sur les marchés où ils opèrent, mais aussi sur les types de ressortissants qu'ils ont comme clients. On pense évidemment aux US Person comme le meilleur exemple. Mais ce qui veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de coûts pour trouver des spécialistes ou des boîtes externes peut-être qui pourront vraiment soulager ces tâches de conformité pour les petites structures. Alors, si ça se fait bien, ça veut dire que ça va ouvrir un peu des ponts, ça va dire il y aura une collaboration, une mutualisation entre ces différents acteurs, parce qu'ils ne sont pas forcément sur le même segment ou pas forcément sur la même région géographique. Ce qui est plutôt bien, parce que ça va un peu dans le sens de utiliser des services de tiers, donc ça résonne un petit peu avec l'open banking, moi j'y crois assez. Mais effectivement, tous ces coûts qui sont liés à la conformité, ils ne sont pas mis dans autre chose. Ça veut dire qu'ils ne sont pas mis pour la formation des conseillers, ils ne sont pas mis pour améliorer la qualité de service, ils ne sont pas mis non plus pour résoudre ou payer un peu la dette technique. Donc ça, c'est quand même un risque qui fait que peut-être il y aura une espèce d'homogénéisation, de rachat entre ces différents acteurs ou des fusions. Mais ça, c'est un problème qu'il va falloir régler. Et puis, une des choses, voilà, une des pistes en tout cas de réflexion, c'est de se dire, tiens, on pourrait mutualiser cette problématique parce que finalement, c'est pas là qu'on se différencie vraiment. Le reporting réglementaire, on le fait juste ou on le fait faux. On le fait pas forcément mieux ou un peu plus ceci ou un peu plus cela. Donc là, probablement, c'est pas là que les banques peuvent vraiment se différencier entre elles. Donc si elles réalisent ça et puis qu'effectivement, techniquement ou au niveau des processus, ça peut se mutualiser, ce serait une bonne option pour elles de le faire ensemble. Et puis un deuxième aspect, on en a parlé un petit peu avant avec cette retailisation, si j'ose dire. Ça veut dire que est-ce que vraiment on pourra séparer la banque privée, la gestion de patrimoine des problématiques de gestion courante, d'hypothèque, de prêt, etc. Alors, pour la clientèle vraiment extrêmement fortunée, probablement que voilà, elle est un peu hors scope de discussion, mais j'ose espérer que grâce à ces offres, on pourra et on sera presque obligé de aussi faire de la gestion courante pour avoir cette vue holistique, de pouvoir vraiment conseiller au mieux le client. Et j'espère vraiment qu'avec ces offres qui vont se développer de banking as a service, on pourra se dire, voilà, la banque privée offre finalement des hypothèques et c'est pas qu'elle baisse en gamme ou qu'elle fait de la gestion courante, mais finalement c'est qu'elle offre des services qui sont demandés par les clients. Et si elle ne le faisait pas, finalement, on aurait une vision clusterisée, une vision séparée entre ce que fait la gestion courante, les hypothèques, et puis d'un autre côté, la gestion de patrimoine. Et puis de nouveau, je pense à ce niveau-là, que ce soit les banques universelles ou les banques privées, elles ont beaucoup à mutualiser. Elles ne sont pas forcément dans le même segment, elles ne sont pas forcément dans le même secteur géographique. Il y a des ponts à créer vraiment. Et puis j'espère que la technologie sera une des bonnes manières de créer ces ponts en se disant, mais tiens, on ne se différencie pas sur cette offre, c'est une commodité, c'est la même qu'on soit à la banque cantonale genevoise ou fribourgeoise ou vaudoise, on doit pouvoir travailler ensemble, évidemment mettre une touche finale qui nous différencie au niveau du logo, du branding, etc. Mais si c'est une vraie commodité, ça ne sert à rien de construire 4 ou 5 stacks technologiques différents. On devrait pouvoir travailler ensemble, fournir cette commodité ou considérer comme une commodité le mieux possible à nos clients avec nos spécificités cantonales, mais on ne peut pas se différencier sur cette commodité, donc ça ne sert à rien de la faire nous-mêmes. On doit pouvoir la faire ensemble ou la faire faire à quelqu'un d'autre pour notre bien. Je crois assez à ces tendances et on verra si en 2030 je reviendrai et puis on en rediscutera, on va voir si c'était vrai ou pas. Mais c'est Niels Bohr qui disait que les prédictions, c'est extrêmement difficile, surtout pour le futur. Alors,
On verra ce que ça donne. Quel conseil donneriez-vous à un institut financier ou une banque qui voudrait se lancer dans l'open banking? C'est de réfléchir vraiment dans son ADN, si elle voit des opportunités ou des menaces. Je pense que si elle part du principe que c'est une menace, on peut essayer de les sensibiliser, de voir les opportunités, etc. Mais je pense que changer un mindset entre être totalement réfractaire jusqu'à avoir une opportunité, c'est difficile. Par contre, si c'est une banque qui est déjà, on va dire, assez mûre technologiquement parlant, et puis elle a la possibilité technologique avec ses équipes, et puis qu'elle n'est pas submergée par des projets de conformité ou les autres dont on parlait, dans ce cas-là, effectivement, faire le pas, on peut vraiment clairement accompagner et convaincre, si j'ose dire, que c'est une vraie opportunité et que ça peut non seulement apporter des revenus, parce qu'in fine, c'est évidemment des questions de bilan, que les banques doivent être performantes, mais c'est aussi finalement une tendance de fond d'améliorer vraiment la qualité de service qu'on offre aux clients avec cette vision 360 degrés, et puis de pouvoir aussi être au clair avec le fait que des fois, on aimerait proposer un service, mais qu'on n'a pas la capacité de le faire, et que finalement, ce service, il existe proposé par une autre banque ou par un autre fournisseur, et qu'il suffit, alors c'est réducteur, mais il suffit de l'intégrer dans notre offre pour le proposer aux clients. Et alors, il suffit, c'est vrai que des fois, c'est des projets relativement complexes, mais on parlait de 6 mois, 1 année et demie, c'est quand même dans un laps de temps bancaire, c'est quand même très très court. Et ça, on est vraiment capable, avec les technologies existantes, avec les équipes existantes, d'y arriver. Et ça, c'est plus de la science-fiction, vraiment, on peut le faire. Et ça, c'est le message vraiment. Si vous hésitez et que vous voyez des opportunités, mais que vous doutez, alors vraiment, on peut essayer d'aller de l'avant, on peut essayer de vous montrer que ça marche, et puis vous montrer de nouveau des exemples qui fonctionnent déjà aujourd'hui, que ce soit en Suisse ou à l'étranger. Pour clôturer cette belle et intense discussion, quelles sont les idées finalement qu'on peut garder en résumé? Oh là là, Les pistes de réflexion, les conseils, les choses qu'il faudrait surtout pas faire. Je pense que une des choses qu'il faut retenir, c'est que finalement la technologie, elle est plus séparée du business. Vraiment, c'est un tout maintenant. On travaille le business et la technologie ensemble. Les offres de produits, elles doivent être pensées digitales. En fait, on peut plus se permettre de se dire, il y a un processus papier, puis on va le numériser, ou on va simplement faire un petit effort. Je pense que ça, c'est quelque chose qui a fondamentalement changé, et puis qu'on voit de plein fouet avec l'arrivée de ces fintechs, open banking ou pas, mais grâce à cet open banking, et à plus forte raison le banking as a service et l'embedded finance, on va arriver vraiment dans un milieu où la maîtrise de la technologie, du vocabulaire, de cette architecture, de ces méthodologies, ce sera nécessaire. Ça veut dire que dans différents niveaux de hiérarchie de la banque, il va falloir que ce changement culturel continue pour que les gens soient à l'aise vraiment avec ça. On peut vraiment plus ignorer le fait que on est bombardé par la technologie tous les jours, et puis que la banque et les systèmes, les services financiers, ils vont pas faire exception à ça, et qu'il faut probablement prendre ça à bras le corps et puis voir ça comme une opportunité pour améliorer la qualité de service, je répète, harmonieuse, chaleureuse, qu'on puisse se réjouir. Et je pense que ça, c'est vraiment un mindset qui doit changer. Et pour y arriver, il faut aussi probablement des gens technologiques ou plus technologiques dans les directions générales, dans les conseils d'administration. Et ça va prendre du temps, parce que ces gens-là, ils ne sont pas encore, on va dire, mûrs, ou alors ils ne sont pas encore reconnus par les banquiers qui favorise, on va dire, voilà, des gens du métier, des gens qui comprennent vraiment ce que c'est que les crédits et les financements, etc. Et en fait, qui voient la technologie comme un support ou un soutien au métier. Et je pense qu'effectivement, c'est vraiment une part entière, et que ces gens vont devoir grimper aux plus hauts échelons des banques et des conseils d'administration pour vraiment imposer, si j'ose dire, ce shift culturel, parce qu'il y a un gros changement qui arrive. L'open banking en fait partie, mais il y a plein d'autres choses dont on aurait pu parler, crypto-monnaie, métavers, toutes ces choses-là qui sont aussi, voilà, qui attendent simplement d'arriver, quoi. Avec le succès, on verra en 2030 ce que ça donne. Donc finalement, aborder les choses plus dans leur intégralité en 360 que comme on faisait, on va dire, à l'époque, où on considérait les choses vraiment de manière séparée. Ouais, alors je dirais, le mot-clé, c'est vraiment vision 360 degrés du client. Et puis en interne, vraiment dans les processus bancaires de développement de produits et des choses comme ça, prendre ça en compte évidemment, mais aussi se dire, tiens, c'est pas seulement un soutien ou un canal de distribution digital, mais c'est vraiment une offre à part entière qu'on doit créer avec ça, vraiment dès la conception. Vraiment, c'est pas un processus papier réfléchi qu'on va digitaliser, mais à l'inverse, c'est vraiment quelque chose qui est
purement ou forcément digitale d'entrée de jeu, et que peut-être on doit décliner en papier pour les personnes qui sont réfractaires ou qui ne veulent pas en entendre parler. Et on doit les respecter, on doit aussi les accompagner. C'est un service universel que certaines banques doivent pouvoir offrir. Maxime Monod, merci beaucoup pour cette belle discussion. Ça a été un plaisir de vous avoir parmi nos invités. On vous retrouve sur twistlab.ch et on vous retrouve personnellement sur vos réseaux sociaux et sur LinkedIn. Merci beaucoup, c'était vraiment très agréable. Merci beaucoup. À bientôt. À Au bientôt. revoir.